Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Yoro Dia, politologue, ancien ministre porte-parole de la présidence de la République. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets: le nouveau pape de l'Église catholique, la haute cour de justice et les mises en accusation, la justice, le dialogue national sur le système politique, l'opposition et le pouvoir, Macky Sall et le tandem Diomaye Sonko, la diplomatie. Saint-Augustin que j'aime bien. C'est une très bonne nouvelle qu'aujourd'hui, comme on dit, Abemus Papame. Et puis le nom qu'il a choisi montre que l'espoir est permis parce que ça va montrer que nous allons vers de plus en plus de progrès et de plus en plus de progrès et d'ouverture. Et c'est une excellente chose pour la communauté catholique, c'est une excellente chose aussi pour le Sénégal. Et puis je formule les prières, le vœu pour que le Sénégal aussi retrouve un cardinal. Parce que nous avions l'habitude d'avoir un cardinal, notamment le cardinal Hyacinthe Thiandoum, Théodore Adrien Sarr. Et c'est ça aussi le charme du Sénégal. Je me rappelle de l'arrivée du cardinal Théodore Adrien Sarr, rendant visite à Serigne Abiboutal, qui était venu lui dire à Sacré-Cœur, vraiment Serigne, vous aviez prié pour moi pour que je devienne cardinal, aujourd'hui je suis devenu cardinal, je suis venu vous rendre visite. C'est ça aussi le Sénégal. En matière de religion, le Sénégal est une chance pour le monde. Il faut que les Sénégalais le comprennent. Nous sommes un pays musulman à 95%. Nous avons eu la chance d'avoir un président, Léopold Sédar Senghor, un bon catholique pendant 20 ans, avec le soutien des chefs religieux musulmans. Et cette trajectoire du Sénégal doit être maintenue. Maintenant, pour un pape africain, d'Afrique noire, ça viendra. Parce que quand on voit l'histoire de la chrétienté est née en Orient. Et comme je dis souvent, le Sénégal est un pays unique parce que nous sommes liés à l'Occident par les valeurs de 1789, la République et ses valeurs. Nous sommes liés à l'Orient par l'islam, par la chrétienté. Donc la chrétienté est née en Orient, s'est développée en Europe et maintenant les plus grands foyers de chrétienté, c'est l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Et ce qui fait que le choix d'un pape argentin, ensuite le choix d'un pape américain du Nord, et probablement bientôt nous aurons un Asiatique et éventuellement un pape d'Afrique noire. Nous avons tous prié pour que ce soit Monseigneur Sarah, mais malheureusement c'est pas Monseigneur Sarah. Nous devons tous prier et pour que le nouveau pape puisse réussir sa mission. Un Américain qui a des origines françaises et italiennes et qui a longtemps vécu au Pérou, un missionnaire donc, défenseur des pauvres et des migrants. Peut-on parler d'une synthèse des sensibilités de l'Église universelle? Mais c'est une synthèse des sensibilités de l'Église universelle, mais aussi ça va s'opposer à un entrepreneur identitaire comme Donald Trump, qui est dans la fermeture et puis qui est dans l'identité, qui est dans le populisme. Et je disais à un ami récemment que Donald Trump va beaucoup souffrir. Qui connaît le narcissisme de Donald Trump, il va y avoir au moins un Américain aussi important ou plus important que lui sur la scène mondiale. Et donc ça, à mon avis, c'est un excellent choix. Et puis c'est un signe que l'Église donne au monde. À partir du moment où notre monde est dominé par des entrepreneurs identitaires, par des questions identitaires, par l'intolérance, le fait de choisir un Américain, fils d'immigré, est un signal clair. Et l'Église a fait tout, pour les papes, l'Église a souvent fait des choix judicieux. Sur le plan de la géopolitique et des relations internationales, tout le monde est aujourd'hui unanimement d'accord que le choix d'un pape polonais, Jean-Paul II, a beaucoup contribué à casser le messianisme athée qui était le communisme, le choix de Jean-Paul II. Et d'ailleurs, les premiers mots de Jean-Paul II, c'était « n'ayez pas peur ». Donc, l'Église catholique, la religion catholique, a beaucoup contribué au démantèlement de ce qu'on appelait le messianisme athée qui était le communisme au XXe siècle. Donc, le choix de Jean-Paul II aujourd'hui et le choix aujourd'hui de notre Américain, ça montre que l'Église est pour le progrès, pour l'ouverture, pour l'harmonie entre les races, les ethnies et les peuples du monde en général, ce qui est aujourd'hui contraire au discours intolérant, au discours xénophobe, au discours de fermeture que véhicule Trump. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est dans le pape que les gens vont plus retrouver les valeurs de l'Amérique. Ça veut dire que l'ouverture. L'Amérique, quand on voit l'Amérique, c'est un pays religieux. L'Amérique se dépeint comme ils disent a city upon the hill. L'Amérique s'est toujours pris pour à la fois une nouvelle Rome et une nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi l'Amérique fait comme les évangélistes. Ils voulaient propager la bonne nouvelle à travers le monde, les bonnes nouvelles de liberté, de démocratie. Mais malheureusement, c'est pas le discours de Donald Trump. Aujourd'hui, on a la chance qu'un autre Américain, devenu pape, va pouvoir propager ces discours de tolérance et d'ouverture vers tout le monde. Alors, pour en terminer avec le pape Léon XIV, il y a plusieurs défis. L'attente, les conflits armés, les souffrances du monde, entre autres. Sa première prise de parole vous rassure-t-elle? Léon XIV, qui a fustigé l'argent, le pouvoir, le plaisir. Un message de paix répété plusieurs fois.
qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de son pontificat? Il s'est soucié de la situation au Soudan du Sud. On se rappelle également son discours retentissant à Kinshasa. Oui, mais l'Afrique peut en attendre beaucoup de choses, parce que quand il fustige l'argent, il fustige indirectement la mondialisation. Et le continent qui est le plus victime de la mondialisation, de l'argent, c'est aujourd'hui le continent africain. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup espoir à attendre ça. Quand tu vois le discours de Donald Trump, c'est pour fustiger ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Amérique a battu les nazis et a voulu ouvrir le monde. L'Amérique s'est toujours placée comme le champion du monde libre. Mais aujourd'hui, quand tu vois le comportement de Trump, c'est ce que dénonce le pape. Sur l'argent, l'égoïsme, la frontière. Le pape préconise aujourd'hui qu'on rebâtisse de nouveaux ponts entre riches et pauvres, qu'on rebâtisse de nouveaux ponts entre les civilisations, qu'on rebâtisse de nouveaux ponts entre les peuples. C'est tout à fait le contraire d'aujourd'hui que ce qu'est en train de promouvoir Donald Trump. Quand on parle de solidarité, naturellement, les Africains en ont besoin. Quand on parle d'espoir, les Africains en ont besoin. Le pape a compris que notre continent est le continent de l'avenir. Quand on voit aujourd'hui le nombre de chrétiens en général et de catholiques en particulier, les piliers de ces zones-là, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique et éventuellement l'Asie avec les Philippines. Et c'est pourquoi l'espoir est permis. Nous ne pouvons pas vivre simplement dans un monde fait d'argent, d'égoïsme, de fermeture et d'identité. Nous avons assisté depuis 1945 à une globalisation, à une mondialisation, à une ouverture, jusqu'à ce que M. Trump veuille fermer tout ça. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on a un pape américain qui tient à continuer le travail du pape François. Ça veut dire que l'ouverture et le dialogue. Et quand on dit ouverture et le dialogue, ça montre que nous, Sénégalais, nous avons été pionniers. Parce que le discours le plus fort, c'était le discours de Léopold Sédar Senghor sur le dialogue des civilisations. Et moi, souvent, quand j'entends des discours sur la tolérance, je dis, mais le berceau de ces discours-là, c'est au Sénégal. C'est au Sénégal parce que c'est dans notre produit culturel et c'est dans notre histoire culturelle. Quand vous prenez notre belle corniche là, à quelques mètres d'ici, vous voyez une très grande mosquée, vous circulez à l'intérieur de la ville, vous verrez une cathédrale. Dakar est l'une des rares villes au monde où on peut avoir ça, cette harmonie religieuse. Donc ce discours dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un discours qui est naturel chez les Sénégalais. Senghor a été le promoteur de la civilisation de l'universel. Et quand vous êtes dans la civilisation de l'universel, vous n'êtes pas dans l'intolérance, vous n'êtes pas dans le sectarisme, vous refusez l'entrepreneuriat identitaire parce que tous les hommes sont complémentaires, ne serait-ce que par leur commune humanité. Alors, arrêtons-nous sur notre pays à présent, Yoro Dia. Le dialogue national sur le système politique qui doit démarrer le 28 mai prochain. Des partis de l'opposition ont décliné l'invitation des partis comme la République des valeurs de Thierno Alassane Sall, l'APR également, alors que le FDR a émis des réserves, le Parti socialiste n'exclut pas d'y participer, en tout cas jusqu'à maintenant. Votre avis sur ces concertations? Dans une récente interview, vous parliez de perte de temps. Vous maintenez cela? Mais non, mais c'est une perte de temps. Sur le principe sur le principe du dialogue, nous sommes d'accord. Parce qu'en démocratie, notre culture traditionnelle dit que Rero Amul Nyaka Watana Am. Si on a institué, c'est une journée du dialogue national, c'est dans le calendrier de la République. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est un peu sur les thèmes du dialogue. Le président de la République a fait les thèmes de référence. Mais avant cela, il y a deux choses basiques qu'il faut régler. Ousmane Sonko est le chef de la majorité. Comment aujourd'hui on peut dialoguer avec un chef de la majorité qui à l'Assemblée nationale dit qu'il n'y a pas matière à s'opposer? Et c'est pourquoi j'attire toujours l'attention des Sénégalais sur la nature de PASTEF. PASTEF est un parti fanatique. Un fanatique ne cherche pas à convaincre, il cherche à convertir. Quand le Premier ministre du Sénégal dit qu'il n'y a pas matière à s'opposer, donc ça veut dire que ce qu'il dit, c'est la Bible, le Coran, personne ne peut le contester, il n'y a pas matière à s'opposer. Macky Sall lui avait dit il faut réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc il reconnaît la nécessité d'une opposition en démocratie. Mais quand M. Ousmane Sonko dit qu'il n'y a pas matière à s'opposer, ça veut dire que donc ce n'est plus de la politique, c'est de la religion. Les gens de PASTEF ne cherchent pas à convaincre. C'est pourquoi on débat avec des gens quand on cherche à convaincre. Quand on accepte que la politique c'est du relativisme, c'est pas de la religion. Chacun peut avoir ses idées, tout est relatif. Et c'est pourquoi le débat est au cœur de la démocratie. Comment on peut dialoguer avec quelqu'un qui estime qu'il n'y a pas matière à s'opposer? Donc quand il n'y a pas matière à s'opposer, quand vous vous opposez, ça devient sacrilège ou bien ça devient une sorte de blasphème. Mais là, c'est le président qui a appelé au dialogue, à des concertations. Oui, mais lui, c'est le... Quand on dit majorité, tout le monde reconnaît de fait aujourd'hui, au Sénégal, le pouvoir n'est pas dans l'organigramme. Tout le monde reconnaît de fait que le chef de la majorité, c'est Ousmane Sonko. Le dialogue, c'est entre la majorité et la minorité que nous sommes, que nous incarnons. L'autre problème que nous avons, comment on peut discuter avec un Premier ministre qui qualifie son opposition de résidu
Et il pèse bien ces mots, hein. C'est pas hasard. Quand on dit résoudre, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Ça rappelle des discours que nous avons déjà entendus dans l'histoire. Au Rwanda, mais dans les années 30 en Allemagne. Quand on dit, oui, l'opposition, oui, des résidus d'opposition, comment on peut discuter avec quelqu'un comme ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai toujours dit que c'est une perte de temps. Et si vous avez écouté récemment, le Premier ministre a un peu bougé. Au Grand Théâtre, il a dit le problème du Sénégal, le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème institutionnel, le Sénégal a un problème économique. Mais je dis ça depuis 10 ans. Je dis ça depuis plus de 10 ans. Le Sénégal n'a pas de problème politique. Quand le président Macky Sall a voulu reporter les élections, il a été censuré par le Conseil constitutionnel et puis le droit a été dit. Quand Pastef a voulu faire sa loi sélective sur la loi interprétative, il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et je le dis souvent, il faut qu'on soit fier de notre pays et de nos institutions. Le patriotisme qu'on doit développer au Sénégal, c'est le patriotisme institutionnel. Nous sommes le seul pays au monde capable d'élire quelqu'un le 24 mars et de l'installer comme président le 1er avril. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc, dans un pays comme ça, parler d'institutions, parler de régime politique, c'est une perte de temps. Et le temps ne chôme pas. Et c'est pourquoi j'ai dit solennellement au président de la République, à son Premier ministre, vous vous trompez d'adversaire. Vous pensez donc que ce dialogue ne va pas aboutir à des réformes profondes? Mais l'erreur stratégique que font nos gouvernants depuis toujours, c'est qu'ils pensent qu'il y a un lien dialectique entre réforme institutionnelle et efficacité économique. Et l'histoire de l'économie prouve le contraire. La révolution industrielle est née en Angleterre, le pays dont les institutions sont les plus archaïques en Europe. La révolution technologique est née au Japon, un pays avec des institutions archaïques et millénaires. Donc, c'est ce que j'appelle dans mon livre la démocratie de Sisyphe. L'éternel recommencement au Sénégal, l'éternel débat sur les institutions. Et c'est ça qui est dramatique. Nous avons un personnel politique d'une très grande qualité, d'une qualité exceptionnelle. Regardez Abdou Mbaye, un banquier central. Mamadou Lamine Diallo, un centralien. Malheureusement, Macky Sall, un ingénieur. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts. Malheureusement, le drame de notre pays, depuis les années 80, le cerveau de nos hommes politiques qui sont très brillants a été piraté par la question électorale. 95% de leur cerveau s'occupe de questions électorales. Donc, quand 5% de leur cerveau s'occupe d'économie, c'est tout à fait normal que le Sénégal stagne économiquement. Et c'est ça qui est dramatique. Le Sénégal ne profite pas de ce que j'appelle les dividendes de sa stabilité politique. Nous avons tout pour être dans les 10 ans une future Suisse. Mais regardez la carte. Mais tout brûle autour de nous. Mali, Assimi Goïta vient de dire qu'il va interdire les partis politiques. Guinée, il y a eu un coup d'État. Burkina Faso, terrorisme, coup d'État, djihadisme. Nous sommes un îlot de stabilité. Malheureusement, les stagiaires que nous avons à la tête de l'État n'ont pas le sens de l'histoire, n'ont pas de profondeur stratégique. Aujourd'hui, ils ont une fenêtre de tir extraordinaire. De dire aux investisseurs, regardez le Sénégal, nous sommes un pays stable, nous avons des institutions solides, il y a la sécurité juridique et judiciaire, venez investir au Sénégal. C'est le moment où le Sénégal devait affirmer son caractère exceptionnel, son ouverture, qu'on a des stagiaires qui nous parlent de souverainisme, qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, le Sénégal aurait dû faire comme la Suisse. Ça veut dire que profiter des dividendes de sa stabilité pour attirer tous les investisseurs et être dans 10 ans le pays le plus riche de la sous-région. On nous comparait à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a largement devancé le Sénégal. Aujourd'hui, le dernier truc du FMI ou de la Banque mondiale dit que la Guinée va nous rattraper. Mais parce que tout simplement, on ne s'occupe pas de l'essentiel. On s'occupe du sexe des anges, réforme de la justice. Comme j'avais dit récemment, malheureusement, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est tombé dans le piège des rentiers de la tension. Au Sénégal, il y a des gens qui, depuis une vingtaine d'années, vivent de tension. C'est ce qu'on appelle la société civile. Après chaque élection, ils proposent la création de nouvelles institutions. Quand tu as un système aussi robuste, qui te permet d'avoir 3 alternances en 24 ans, quand tu as un système aussi robuste, où le Conseil constitutionnel peut censurer le président de la République, qu'est-ce que tu vas faire avec les institutions? Des institutions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Les institutions parfaites, les institutions deviennent parfaites avec le temps. Regarde les institutions américaines. La Constitution américaine, c'est une vieille dame qui est née en 1789. Les Américains en sont toujours à la Première République. Mais parce que les hommes s'adaptent aux institutions et non pas, contrairement comme on veut le faire chez nous, adapter les institutions aux hommes. Un exercice de façade alors? Oui, ça sert absolument à rien parce que c'est une perte de temps. Le Premier ministre lui-même, là, c'est la première fois que je suis d'accord avec Ousmane Sonko. Il dit que le Sénégal n'a pas de problème politique, donc pourquoi on fait un dialogue politique? Mais faisons un dialogue économique. À la place des politiciens qui vont se retrouver au Palais le 19, le président de la République aurait dû convoquer en urgence les hommes d'affaires sénégalais.
La meilleure façon pour l'État de créer des emplois, le rôle de l'État, c'est de créer un cadre pour permettre aux hommes d'affaires, au secteur privé de créer la richesse. Au lieu de perdre du temps avec les politiciens, avec les rentiers de la tension, le président aurait dû convoquer les hommes d'affaires pour leur dire aujourd'hui, voilà la situation économique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que le Roosevelt a fait quand il a été élu en 1932. En découvrant que l'économie se fonde sur la confiance, il a relancé l'économie. Mais le dialogue du 28, c'est une perte de temps. Mais l'intérêt de ce dialogue, Yoro, ne réside-t-il pas dans le fait qu'il soit organisé en temps de paix et que l'on ne prépare aucune élection sans calcul électoral, comme l'a dit le facilitateur général, le docteur Cheikh Gueye? J'en profite pour féliciter mon ami Cheikh Gueye. Je lui souhaite beaucoup de chance, mais malheureusement, sa mission est impossible parce que, comme je dis, c'est la démocratie, c'est un éternel recommencement. Mais, Georges, le lieu par essence du dialogue dans une démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Si on a élu des Sénégalais qui nous représentent, majorité opposition, c'est pour qu'ils dialoguent. Mais le Sénégal est un pays trop normal. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Les juges disent le droit. Il y a la traque des biens mal acquis. Il y a une reddition des comptes, ce que nous appelons règlement de compte. Le Sénégal est trop normal. Mais on n'avait pas trouvé à redire lorsque l'ancien régime l'a même institutionnalisé. Mais on l'a institutionnalisé, ce qui est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, ce sont les termes de référence. Mais le premier acte du président Bassirou Diomaye Faye, c'était la réforme de la justice. Et c'était quoi le débat? Oui, est-ce que le président doit rester dans le Conseil supérieur de la magistrature ou pas? Ça veut dire que ça ne fait que profiter aux rentiers de la tension. Les institutions deviennent parfaites avec le temps. L'exemple que je donne souvent, lors de l'élection américaine de 2016, le débat essentiel portait sur le vote postal. Vote postal. États-Unis, pays de Google, de Facebook, de Twitter, ce qu'il y a de plus moderne. Mais parce que en 1776, à la naissance des États-Unis, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'avion, donc le seul moyen de communication, c'était la poste. Et ils n'ont pas changé le truc sur la poste. Et c'est ça les institutions parfaites. Les institutions parfaites le deviennent avec le temps. Quand tu vois l'Angleterre, ils ont presque plus de 200 premiers ministres, mais le rituel, les règles ne changent pas. En France, gauche-droite, tu sais comment c'est né? Après la Révolution, les gens qui étaient pour la monarchie se sont automatiquement mis à droite. Les gens qui étaient pour la République sont mis à gauche. Donc c'est comme ça qu'est né le truc gauche. Mais c'est resté. C'est resté. Un pays fonctionne avec des traditions et des institutions solides. Maintenant, pour que les institutions deviennent des traditions, il faut leur laisser le temps de mûrir. Ce dont il dialogue, je dis au président de la République, ce dont il veut parler le 28, c'est dans le rapport de El Hadji Mbodj de 1998. En 1998, le président Abdou Diouf avait demandé au professeur El Hadji Mbodj, prof de droit, qui est dans mon livre, de lui faire des propositions sur le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. C'était en 1998. Aujourd'hui, en 2024, on en revient à la même question. Et c'est ça que j'appelle la démocratie de Sisyphe, l'éternel recommencement. El Hadji Mbodj disait des choses très simples. Sur le statut de l'opposition, je le cite, l'opposition existe au Sénégal, c'est une constante, ce qu'il faut. Il faut le routiniser, il faut que ce soit dans les mœurs. L'opposition a été toujours dans les mœurs jusqu'à ce que notre Premier ministre estime aujourd'hui qu'il n'y a pas matière à s'opposer et que l'opposition de résidu. Et c'est ça qui retarde le Sénégal. Le Sénégal aurait dû être le premier pays en Afrique à atteindre l'émergence parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a quelque chose que les autres n'ont pas, ça s'appelle la stabilité. On a quelque chose que les autres n'ont pas, ça s'appelle des institutions solides. On a quelque chose que les autres n'ont pas, on a les ressources humaines. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est avoir un consensus. C'est pourquoi on dit l'état de droit commence quand les acteurs politiques sont d'accord sur les règles du jeu et que personne ne les change, même si on a la majorité. Aux États-Unis, personne ne parle de deuxième, troisième mandat. Mais pour être d'accord, pour qu'il y ait consensus, il faudra qu'il y ait dialogue. Non, on n'a pas dialogué sur les qu'il y ait des consultations. Mais le système électoral, le système politique qui a permis au président de la République de sortir de prison 10 jours avant l'élection et de devenir président. Mais le système-là, il est bon. Il faut le maintenir. Le système que nous avons, ce qui est rare en Afrique, et que nous devons encore à Senghor. Je rappelle aux Sénégalais que déjà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà, en 1963, la Cour suprême du Sénégal annulait des décisions de Senghor. Et c'est ça le Sénégal. À l'époque, en Afrique, c'était Bokassa, c'était Idi Amin Dada, c'était Mobutu Sese Seko. Donc le Sénégal n'a jamais profité des dividendes de sa stabilité politique à cause de la démocratie de Sisyphe. Cette propension des hommes politiques à toujours revenir sur les règles du jeu. Dans une démocratie, il y a deux phases. La première phase, c'est pourquoi je dis le Sénégal fait toujours du demdik entre la Suède et le Congo. La première phase de la démocratie, ce qui domine, ce sont les questions de participation. Les règles du jeu, premier, deuxième tour, transparence électorale. Et ça, le Sénégal l'a dépassé. Donc, quand Bassirou Diomaye Faye sort de prison 10 jours, et 10 jours après, il devient Bassirou Diomaye Faye président de la République, nous sommes au niveau de la Suède.
Mais immédiatement, on retourne au niveau du Congo. Quand le président, dans un discours du 3 avril, parle de redorer le blason de la justice, de réformer la justice, on retourne au niveau du Congo, on retourne aux règles du jeu. Ce qu'il faut, les institutions que nous avons, elles ne sont pas parfaites comme aucune institution. Mais il faut les maintenir telles quelles pour que les hommes s'adaptent aux institutions. Avec le temps, elles deviendront parfaites. À mon avis, elles ne sont pas loin d'être parfaites d'ailleurs. La politique de la chaise vide adoptée par l'APR et d'autres partis est-elle pertinente? Mais les pertinentes, le temps ne chôme pas. Et c'est pourquoi je dis souvent, le plus grand adversaire de Sonko et de Diomaye, ce n'est pas moi, ce n'est pas Macky Sall, c'est le temps. Ils ont un mandat de 5 ans. Ils ont déjà perdu 1 an. Le président de la République n'a pas encore posé une première pierre. Quand est-ce qu'il va le faire? Mais parce qu'il suit les rentiers de la tension, ils vont dialoguer. Et puis, comme on dit, quand vous êtes de la majorité, quand vous avez une bonne idée, vous pouvez l'appliquer. Si Diomaye et Sonko veulent apaiser, ils ont les moyens de le faire. Nous, opposition, quand on a des idées, on ne peut que l'exprimer. Mais il ne faudrait pas. Le dialogue national, c'est bien de créer une journée du dialogue national. Mais dans une démocratie, le dialogue est permanent. Le lieu par essence du dialogue dans une démocratie, c'est l'Assemblée nationale et dans les médias. Chaque jour, dans la presse, quand vous lisez la presse, vous voyez les positions du gouvernement, vous voyez les positions de l'opposition. Donc, je rappelle encore une fois au président de la République, son plus grand adversaire, c'est le temps. Et le temps ne chôme pas. D'accord ou pas d'accord, intéressons-nous aux institutions, vous l'avez d'ailleurs évoqué, et à l'équilibre des pouvoirs. On fait souvent état d'un hyper-présidentialisme au Sénégal. Que pensez-vous d'une éventuelle révision du régime? Mais ce qu'il vers peut-être un parlementarisme renforcé. Mais il avance masqué derrière le dialogue national. Mais nous, on sait ce qu'ils veulent faire. Ils veulent modifier les institutions pour donner plus de pouvoir au Premier ministre. Réduire les pouvoirs du président. Mais il ne faut pas réduire le pouvoir du président. C'est ça que nous dénonçons. On ne peut pas adapter les institutions pour un individu. On ne peut pas adapter les institutions à une conjoncture. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce qu'ils veulent faire, c'est donner plus de pouvoir à Ousmane Sonko parce qu'il est légitime. Ça, si on le fait, et puis on va en 2029, et que Ousmane Sonko gagne les élections et devient président, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore une réforme pour ramener les pouvoirs à la présidence. Au Sénégal, il n'y a pas de présidentialisme. Le système que nous avons, le régime présidentiel, là, j'ai entendu, les rentiers de la tension dire, il faut appliquer la règle nationale, il nous faut un régime parlementaire. Notre pays n'a pas besoin de régime parlementaire. Un régime parlementaire, c'est le régime des partis. Ça va donner la 4e République en France. Et nos pays sont fragiles. Le système que nous avons est un bon système. Il faut le consolider. Maintenant, il faut que les gens s'adaptent aux institutions et non pas adapter les institutions. Tout le tralala sur le dialogue national, là, ils veulent donner plus de pouvoir à M. Ousmane Sonko. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Et nous, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas accepter qu'on sacrifie nos institutions sur l'autel de l'ambition d'un individu. On ne peut pas adapter les institutions à la volonté d'un individu. On ne peut pas adapter des institutions à la conjoncture. C'est ça les institutions. Les institutions, c'est pour lutter contre l'incertitude. Aux États-Unis, depuis 1789, ce sont les mêmes textes. Quand tu vois le Japon, depuis le Meiji, ce sont les mêmes textes. Et n'empêche que quand les hommes politiques arrivent au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, depuis Jean Santerre, ce sont les mêmes textes. Mais quand les gens arrivent, les gens s'adaptent. Aujourd'hui, tout le monde loue la qualité des institutions anglaises. Et les institutions anglaises, c'est parce que les gens sont adaptés. La notion de Premier ministre, la fonction de Premier ministre est née en Angleterre à la suite d'un accident de l'histoire. Il y avait un roi qui devait régner en même temps sur l'Angleterre et sur l'Allemagne, qui a préféré aller en Allemagne et qui a pris parmi son gouvernement quelqu'un qu'il appelait primus inter pares, le premier parmi les ministres. Et c'est comme ça que l'institution de Premier ministre est née. Ça fait des siècles que les Anglais ne l'ont pas changé. Donc nous, on est indépendants depuis 60. Aujourd'hui, regarde le nombre de constitutions que nous avons, le nombre de modifications constitutionnelles que nous avons. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire les institutions sont là, on les laisse. Et maintenant, vous, hommes politiques, adaptez-vous aux institutions. N'essayez pas d'adapter les institutions. Et utilisez 90% de vos cerveaux à régler les problèmes concrets que les Sénégalais ont. On dit que la démocratie, c'est la compétition des réponses que les citoyens se posent. Aujourd'hui, tu penses que les citoyens se posent des questions sur la nature du régime? Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, les citoyens se posent des questions sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation. Et c'est pourquoi je dis, notre niveau de démocratie exige que nos hommes politiques doivent être jugés sur des questions fondamentales. Pour le Sénégal, les questions fondamentales ne sont plus des questions de démocratie ou bien des questions électorales. Ça, on sait faire. Ça doit relever à la limite de l'administration. Même le ministre de l'Intérieur fait élever, ça doit relever de la DGE. Et maintenant, on laisse ça. Les élections, la démocratie, on laisse ça au ministère de l'Intérieur. Maintenant, on va juger nos hommes politiques sur des questions fondamentales. Mais Déthié, la dernière attaque djihadiste, c'est à Melgue. Quand on lit là une carte, Melgue, c'est à près 60 km de Kidira. Est-ce que vous avez jamais entendu un homme politique en parler? Aujourd'hui, nous sommes dans un cercle de feu.
Les djihadistes ont pris pied au Mali, au Burkina, au Niger, et tout le monde le sait, et veulent avancer vers l'océan. Est-ce que vous n'avez jamais entendu un débat au Sénégal de la part des hommes politiques sur des questions de sécurité nationale? Jamais. Est-ce que vous avez jamais entendu au Sénégal un débat sur l'économie? Jamais. La Casamance, notre crise nationale la plus grave, depuis que vous êtes journaliste, est-ce que vous avez jamais entendu un débat sur la Casamance? Jamais. D'ailleurs, j'en profite pour exprimer mon soutien et ma fierté au Valeureux Diambar, qui a disparu depuis le 16 avril. Toujours introuvable. Toujours introuvable. Et comme je dis, dans son cas, l'oubli est pire que la solitude. Et je voudrais lui dire que le Sénégal ne l'oublie pas, on ne l'oublie pas, et je suis sûr que l'armée du Sénégal, que je connais très bien, à commencer par le chef de l'armée, le chef suprême des armées, le président Bassirou Diomaye Faye, est en train de faire tous les moyens pour qu'il fasse retrouver sa famille. J'en profite pour dire aussi, cette question-là, comme il n'y a jamais de débat, c'est anachronique. Le MFDC là, c'est anachronique. Ça doit être un objet de musée. Aujourd'hui, quand tu vois le potentiel de la Casamance, Abdou Diouf avait dit que oui, Fouta après Barès, Californie. Mais la véritable Californie du Sénégal, ça ne peut être que la Casamance. Et quand tu vois l'île de Carabane, on peut en faire du Silicon Valley. Ça veut dire que le climat est agréable, il y a tout ce qu'il faut pour développer Carabane en fonction de Silicon Valley et l'est de la Casamance avec son potentiel agricole. En tant qu'ancien ministre, porte-parole de la présidence de la République, Yorossi, vous devriez proposer une seule réforme institutionnelle prioritaire. Laquelle serait-ce? La seule réforme prioritaire, c'est comment aujourd'hui améliorer le cadre économique. C'est la seule chose qui nous manque. La seule chose qui nous manque, c'est ça. Ça veut dire comment réformer le cadre économique pour que les investisseurs se ruent au Sénégal. Les investisseurs, je vais raconter une anecdote. Pourquoi l'autoroute d'Eiffage est au Sénégal et nulle part en Afrique? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais des concessions à long terme, sur 30 ans, tu as besoin de stabilité. Quand tu fais une concession sur 30 ans, tu ne vas pas le faire dans un pays où quand il y a changement de régime, on dénonce les contrats, on les renégocie. Regarde sur la carte, il n'y a que Eiffage et à Dakar. Eiffage n'est pas à Bamako, Eiffage n'est pas encore en Guinée, Eiffage n'est pas au Niger, Eiffage n'est pas au Burkina Faso. Mais parce que le Sénégal a ça veut dire la stabilité politique et la sécurité juridique et judiciaire. Et c'est ça qu'il faut renforcer et en faire une stratégie pour que notre pays devienne la Suisse dans les 10 ans qui viennent. On a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qui nous manque, c'est la vision. Et je suis la bonne nouvelle, comme on dit, comme dans ton émission, la bonne nouvelle est arrivée, comme on dit dans l'évangile. Il y a eu 2 bonnes nouvelles cette semaine, l'élection du pape, et que enfin notre Premier ministre, comme piqué par les témoins de Jéhovah, réveillez-vous, s'est réveillé pour se rendre compte que le Sénégal n'a pas un problème politique, que le Sénégal a un problème économique. Mais comme on dit, mais il faut qu'il en tire les conséquences. En tirer les conséquences, c'est aller vers une réorientation stratégique et s'occuper de questions beaucoup plus essentielles. S'il appelle à un dialogue sur un consensus économique, et là, nous allons répondre parce que c'est ça aujourd'hui l'intérêt du Sénégal. Nous avons été une exception démocratique, il faut qu'on devienne une exception économique. Et c'est ça la logique de l'histoire. Parlons justice à présent. 5 anciens ministres renvoyés devant la Haute Cour de justice, Mansour Faye, Moustapha Diop, Ismaïla Madior Fall, Sophie Gladima et Salimata Diop. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier la résolution de leur mise en accusation. La plupart poursuivis dans le cadre de la gestion du fonds force Covid-19, et cela dans un contexte de reddition des comptes. Pensez-vous que l'État agit avec impartialité ou selon une logique sélective? Justement, juste un petit mot encore sur l'économie pour inviter notre Premier ministre à en tirer les conséquences sur l'économie. Il faut dire, je ne sais pas comment le faire dire, mais il faut dire à notre Premier ministre, maintenant qu'il est convaincu que la seule urgence du Sénégal, c'est l'économie, donc moi personnellement, je l'invite à un débat économique. Et l'inviter à un débat économique, c'est de lui dire que, monsieur le Premier ministre, l'Union soviétique s'est effondrée. Les coopératives qui vont nous vendre là, ça va être du gaspillage d'argent, ça ne servira à rien. On n'a jamais vu un pays se développer avec du collectivisme. Il ne faut pas qu'ils nous réinventent la roue. Je l'ai entendu pompeusement annoncer des coopératives urbaines ou des coopératives rurales. J'ai vu dans le gouvernement du Sénégal en 2025 qu'il y a un ministre chargé de l'encadrement du monde rural. Je veux dire à notre Premier ministre que l'Union soviétique s'est effondrée. Et partout dans le monde où il y a eu des face-à-face entre un projet libéral et un projet collectiviste, le projet libéral l'a emporté. Quand tu compares le Sénégal et la Corée, les gens vont te parler d'histoire, de cultures différentes. Mais quand on compare la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le même peuple. La Corée du Nord, là, c'est ce que veut faire le Premier ministre. Les collectivismes. La Corée du Sud, nous, on veut le modèle sud-coréen. Ça veut dire encourager les énergies. Le rôle de l'État se contente de créer le cadre pour que les gens puissent créer la richesse. L'autre exemple qu'on peut donner à notre Premier ministre, c'est le modèle allemand. RDA, collectiviste coopératives,
RFA, libéral, qui s'est enrichi. Donc nous, dites au Premier ministre, c'est une perte de temps. Les histoires de coopératives, de collectivisme, le socialisme, ça n'a jamais développé un pays. Un pays, l'émergence se développe quand l'État instaure la confiance, attire les investisseurs et libère les énergies. Et malheureusement, nous ne l'avons pas encore au Sénégal avec le régime de Diomaye Sonko. Maintenant, sur la reddition des comptes, nous pensons que c'est un règlement de compte. Nous sommes tous d'accord pour la reddition des comptes. C'est un principe élémentaire de bonne gouvernance. Nous sommes d'accord pour la reddition des comptes. Mais ce que nous condamnons, c'est le règlement de compte. Ce que nous condamnons, c'est la concordance entre les propos du Premier ministre et les actes de la justice. Toutes les personnes qui ont été menacées par le Premier ministre sont aujourd'hui suivies. Il a menacé Farba Ngom. Aujourd'hui, il a dit, oui, voilà, il a menacé Farba. Il a aussi dit publiquement que, oui, je suis le Premier ministre du Sénégal. Mais cette démarche pourrait réconcilier les citoyens avec la politique et les institutions. Non, mais cette démarche-là crée une suspicion naturelle sur les actes de la justice. Et ce n'est pas bon pour le pays. Les sorties du Premier ministre créent une suspicion légitime sur les procédures judiciaires. Toutes les personnes que Lat Diop, Farba Ngom, Mansour Faye, comme par hasard, toutes les personnes que le Premier ministre a nommément citées ont des problèmes avec la justice. Et ça, c'est pas bon. Et moi, je connais nos magistrats. Moi, je fais confiance à la justice. J'ai beaucoup d'amis qui sont magistrats. Je les connais. C'est des gens compétents, brillants, sérieux. Mais le Premier ministre ne les aide pas. Les sorties du Premier ministre créent une suspicion légitime. Quand le Premier ministre dit « oui, je suis le Premier ministre du Sénégal », quand je dis au ministre de la Justice d'arrêter des gens, il doit saisir le procureur général. Ça crée une suspicion légitime sur tout ce que font les magistrats. Et malheureusement, aujourd'hui, les sorties du Premier ministre, les excès de notre Premier ministre n'aident pas les magistrats et nous permet de douter sur l'indépendance et l'impartialité de la justice. Et c'est pourquoi j'ai dit aux magistrats, il ne faut jamais qu'ils oublient que les régimes passent, l'État demeure. Les régimes passent, la justice demeure. Et la justice est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Quand on dit police, c'est pas vertu. Mais quand on dit justice, c'est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Et c'est pourquoi les magistrats doivent se battre, et je sais qu'ils le font, pour que l'agenda de la justice ne soit pas dominé par l'agenda politicien. Des dossiers complexes, des affaires complexes, y a-t-il un risque d'enlisement judiciaire? Non, au-delà de ça, comme pour te dire, l'État est une continuité. C'est bien de rappeler que l'histoire de la Cour des comptes, c'est le président. La Cour des comptes doit faire un rapport annuel. Chaque année, la Cour le fait. Mais sur le rapport Covid-19, c'est le président Macky Sall lui-même qui a demandé à la Cour de faire un rapport. Et des auditions avaient d'ailleurs commencé. Voilà, les auditions avaient commencé. Donc, avant la présidentielle. L'État est une continuité. Donc, le régime Diomaye Sonko ne fait que continuer ce qu'avait dit Macky Sall. Je me rappelle en Conseil des ministres, Moustapha Ba, notre collègue Moustapha Ba, que j'ai pitié de son âme, avait dit que sur les 1000 milliards, il y avait des problèmes que sur moins de 0,%. Le président avait dit à l'époque, même si c'est 0,%, il tient à ce que toute la transparence soit faite. Donc la procédure a été initiée par Macky Sall et l'État étant une continuité. Aujourd'hui, c'est Diomaye Sonko que ça se termine avec les convocations. Alors, la Haute Cour de justice est aujourd'hui perçue comme inefficace par beaucoup, ou symbolique, une instance où le principe de double degré de juridiction n'existe pas. Peut-elle réellement jouer son rôle dans un état de droit? Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire la Haute Cour de justice. Ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, c'est une certaine instrumentalisation. Le mot, à part le temps ne chôme pas, le mot que Sonko et Diomaye ne connaissent pas, c'est concomitamment. Ça dit, ça c'est le travail de la justice. La justice a toujours fonctionné au Sénégal. Mais maintenant, quand tu vois l'agenda du gouvernement, 95% de leur agenda, c'est la traque, la justice. Et ça, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont qu'à laisser la justice faire le travail. Et qu'eux s'occupent d'autres problèmes. Et quand tu vois, c'est ça l'agenda politicien. L'agenda politicien, c'est de présenter notre régime de Macky Sall, les 12 ans de Macky Sall, comme étant un régime de Ali Baba et les 40 voleurs. Aujourd'hui, quand tu vois ce que nous avons toujours à la une de la presse, un pays, on le gonfle à bloc. Ça veut dire que comme je dis, c'est ce que j'appelle le détestisme du Sénégal. Le détestisme du Sénégal. C'est l'idéologie de Pastef. Pas détestation, le détestisme du Sénégal. C'est ça l'idéologie de Pastef. C'est montrer aux Sénégalais lambda que nous sommes un peuple de voleurs. C'est faux. Sur 1000 milliards, il y a 0,8% de problème. Malgré ça, Macky Sall a dit transmettez à la justice. Donc quand on voit chaque jour un tel, finalement les Sénégalais vont être convaincus que nous sommes un peuple de voleurs. Nous ne sommes pas un peuple de voleurs, nous sommes un grand peuple. Roosevelt, quand il est venu, il a dit en pleine dépression économique, la plus grave de l'histoire des États-Unis, nous sommes l'Amérique, nous sommes un grand peuple, nous allons nous en sortir. Nous avons besoin de dirigeants comme ça. Comme on a un nouveau pape, parlons religion, c'est comme Moïse. Quand les Hébreux l'ont suivi, à un certain moment ils sont désespérés, il est monté sur la montagne, il leur a dit voilà la terre promise, on a besoin
de dirigeants qui nous montrent la terre promise, qui nous montrent un nouvel horizon. Et aujourd'hui, le nouvel horizon du Sénégal, c'est l'économie. Ça veut dire comment faire pour que dans 10 ans, que le Sénégal devienne le pays le plus riche. Et ça, pour le faire, il faut que concomitamment, au-dessus de justice, que le gouvernement s'occupe d'affaires sérieuses, à savoir l'économie et la croissance. Mais la Haute Cour de justice dont je parlais tout à l'heure, faudrait-il la réformer en profondeur comme on l'a fait avec la CRI, ou bien envisager une autre juridiction pour juger les ministres et présidents? Mais la Haute Cour de justice est nécessaire dans une démocratie parce que c'est un privilège de juridiction. Maintenant, si on doit réformer la Haute Cour de justice, le président de la République, c'est ça aujourd'hui le paradoxe de Pastef. Il avait dit qu'il avait un programme rédigé par 4000 cadres. Et quand tu as un programme rédigé par 4000 cadres, sur ces questions de justice, tu n'as pas besoin de concertation. Tu appliques ta politique judiciaire. Pastef aurait dû réfléchir un peu sur ces questions et quand Pastef arrive au gouvernement, il déroule son action. Ils n'ont pas besoin de concertation. Évidemment, le problème de la Haute Cour de justice, c'est qu'il n'y a pas un double degré de juridiction. Mais ce qui nous permet d'avoir confiance, comme l'a dit Aïssata Tall Sall, l'instruction est judiciaire. Il va y avoir des magistrats qui vont voir est-ce que c'est pour ou contre. Maintenant, la manipulation, c'est ce qu'on voit dans la presse, des milliards ont été récupérés, alors que il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, que Pastef veut substituer en termes de manipulation à une présomption de culpabilité. Ça dit Pastef fait croire au Sénégalais que chaque fois que quelqu'un est convoqué chez le procureur financier ou chez le doyen des juges, il est condamné, il est coupable. Nul, dans une république, nul n'est coupable aussi longtemps qu'il n'est pas condamné par la justice. Et au moment où l'on parle, personne n'est encore condamné. Donc on ne peut pas parler de milliards récupérés. Consigner ou cautionner ne veut pas dire reconnaître sa culpabilité. Donc ce sont les juges qui doivent dire qui est coupable ou pas. Et ce qui est rassurant pour notre pays, on voit souvent le régime cibler quelqu'un et puis il va au tribunal, les juges le libèrent. Et on voit aussi d'autres qui sont condamnés par la justice. Le Sénégal est un pays normal, trop normal. On n'a rien à envier à la France ou aux États-Unis en termes d'institutions. Donc la seule différence entre eux et nous, c'est l'économie. Et je suis ravi que le Premier ministre, j'ai créé dans le désert pendant 10 ans, je suis aujourd'hui content que le Premier ministre rejoigne mes positions. Maintenant, il faut qu'il en tire les conséquences et mette dans les poubelles de l'histoire là, ces histoires de coopératives. Ça n'a aucun sens. Bien. Et peut-être il dormait, il faut le réveiller et lui dire que l'Union soviétique n'existe plus. Le bloc de l'Est n'existe plus et que depuis 89, le mur de Berlin est tombé. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Certains responsables de l'actuel régime demandent que l'ancien président soit trait devant cette haute cour de justice pour haute trahison, ce qui n'est pas encore le cas. Mais son fils fait l'objet de poursuites devant le pôle judiciaire financier. Diriez-vous qu'à travers Amadou Sall, on veut atteindre Macky Sall? Non, mais c'est ce que... Tu sais, Pastef, c'est comme le clan des Siciliens, la vendetta. Mais Pastef, ils nous ont promis dans le document là, bidon, copier-coller là, agenda 2050, le truc bidon, copier-coller là. Ils nous ont promis là, ils sont très forts en slogan. Ce que je retiens, c'est le slogan. Transformation systémique du Sénégal. Ce qui va transformer de façon systémique le Sénégal, c'est l'économie. C'est pas la vengeance systémique. Pastef n'a pas un agenda économique. Pastef a un agenda de vengeance systémique. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont failli convoquer la belle-mère de Macky Sall, la mère de Marième Faye Sall. Ils ont failli convoquer cette vieille dame. Ils vont convoquer le griot de Macky Sall, Farba Ngom, le fils de Macky Sall. Après, ils vont convoquer Mansour Faye, ils vont convoquer le beau-frère de Macky Sall. Il y a déjà 5 minutes. C'est ce que j'appelle l'agenda de vengeance systémique. Mais nous faisons confiance, nous faisons confiance à la justice. Vous avez des nouvelles de Macky Sall? Oui, on se parle tous les jours. Mais non, pour Macky Sall et moi, c'est pas des histoires d'État. Macky Sall est mon grand frère. Parce que malheureusement, quand j'étais au CESTI, malheureusement, je partageais la même chambre avec son petit frère Aliou Sall. Donc moi, je connais Macky Sall depuis 1993. C'est pas seulement des rapports politiques, institutionnels. Macky Sall est mon grand frère. Et j'estime que dans notre histoire, à part Léopold Sédar Senghor, qui est hors catégorie, Macky Sall aura été le deuxième meilleur président du Sénégal. Parce que qu'est-ce que nous a donné Senghor? Une nation, un État. Et quand Macky Sall arrive, Macky Sall comprend que l'État a évolué. Senghor a fait la nation. Abdou Diouf, quand on voit Abdou Diouf, en matière d'infrastructure, n'a pas fait grand-chose. Mais Abdou Diouf a consolidé l'État. Quand Abdoulaye Wade arrive, Abdoulaye Wade, un génie, il ouvre les portes de la démesure. Les portes de la démesure. Un homme d'État doit être dans la démesure. L'émergence, les autoroutes. Et Macky Sall avait compris, lui, il ne fallait pas suivre les rancœurs de la tension, il fallait faire focus sur les infrastructures. Mais Macky Sall a transformé Dakar. Et comme je dis, la vieille pub de Bata,
pas un pas sans Bata. C'était une pub de Bata. À Dakar aujourd'hui, pas un pas sans Macky Sall. C'est ça le problème de Pastef. L'effaceur veut effacer Macky Sall, mais il ne peut pas. Parce que Macky Sall a écrit dans le béton et dans le goudron. Donc, au lieu de chercher à effacer Macky Sall dans notre histoire, lui, il n'a qu'à construire. Et c'est ça aujourd'hui le problème de Pastef. Cette volonté effrénée de vouloir effacer Macky Sall fait impossible. Vous avez des nouvelles de Macky Sall? Comment réagit-il face à tout cela, lui, Macky Sall? Par rapport à la situation politique. Aux convocations, son fils qui est poursuivi, ses proches qui sont en prison. Sa réaction, et ceux-là même qui demandent à ce qu'il soit attrait devant la haute cour de justice. Non, mais ceux qui veulent attraire Macky Sall devant la haute cour de justice, c'est ce que j'appelle le détestisme du Sénégal. Regarde tous les actes que pose Pastef. Pastef veut détruire, et ils sont très cohérents. Pastef veut détruire ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. L'exception sénégalaise, c'est de dire que nous sommes le seul pays africain à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle. Si Pastef avait réussi son insurrection, il n'y aurait plus d'exception. On serait comme le Burkina, avec un gars de la société civile qui deviendrait président de transition. Pastef a échoué à détruire le Sénégal par l'exception, par l'insurrection. Mais Pastef a écrit dans son livre blanc que le premier coup d'État a eu lieu au Sénégal. Le livre blanc en disant le premier coup d'État en Afrique, bien avant le Togo, un coup d'État a eu lieu au Sénégal. C'est ce que j'appelle le détestisme. Aujourd'hui, dans les années 80, on disait que la place d'un chef d'État en Afrique, c'est soit la prison ou la tombe, à l'exception du Sénégal. Senghor a été le premier à démissionner. C'est ça l'exception sénégalaise. Ablaye Wade, quand les gens faisaient des guérillas et des luttes armées, a dit je fais l'opposition légale. C'est ça l'exception sénégalaise. C'est ça que Pastef veut détruire. Pastef, en voulant traîner Macky Sall, ils veulent détruire l'exception sénégalaise. Donc nous, on va être l'un de ces pays où un ancien président est... Mais comment réagit-il Macky Sall? Non, mais il réagit avec philosophie. Lui, il a son agenda. La différence entre Macky et Diomaye, tu sais, elle est simple. Ce sont tous des Sérères. La différence est simple. Macky a compris que le temps ne chôme pas. Et Diomaye, lui, il ne comprend pas encore que le temps ne chôme pas. Et comme dit Napoléon, il ne faut jamais interrompre un adversaire qui se trompe. Macky Sall n'est plus président du Sénégal depuis 1 an. Et Macky Sall est plus président que Diomaye dans l'actualité politique nationale, grâce aux maladresses, grâce à l'agenda de vengeance systémique de Pastef. Macky Sall est encore très présent dans le débat politique. Mais regardez sur l'international, heureusement qu'il y a Macky Sall. Justement, c'est là que je voulais en venir. Macky Sall qui continue de rayonner sur le plan international, cela peut-il être source de tension ou de diplomatie parallèle? Non, il n'y a pas une diplomatie parallèle. Heureusement que Macky Sall rayonne. Parce que le Sénégal est une chance pour le monde. Pour ce que j'ai toujours dit, nous sommes dans un monde dominé. Ce n'est pas Macky Sall qui intéresse la communauté internationale. C'est le Sénégal, c'est le modèle sénégalais, c'est l'exemple sénégalais. Le Sénégal est une chance pour le monde. Nous sommes dans un monde dominé par les entreprises identitaires, djihadisme, terrorisme, coup d'État. Le Sénégal brille, rayonne en Afrique. Le Sénégal est comme une sorte d'étoile polaire. Le Sénégal est une chance pour le monde. Et comme je dis, heureusement qu'il y a Macky Sall. Heureusement qu'il y a Macky Sall. La voix du Sénégal doit être entendue dans le monde. Parce que le Sénégal est une chance pour le continent, le Sénégal est une chance pour le monde. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on est passé de gros calibre, on a disparu des radars. Sur toutes les grandes questions internationales, où est-ce que vous entendez la voix du Sénégal? Mais heureusement qu'il y a Macky Sall. Heureusement que la communauté internationale continue de dire au Sénégal, votre exemple, votre modèle, votre voix doit être entendue, même si c'est l'ancien président qui porte, le message. Est-ce que vous pensez que c'est normal que le pays de Senghor, le pays de la négritude, sur ce qui se passe à Haïti, on n'entend pas le Sénégal? Et Césaire a dit que Haïti est fondamental. Haïti est au monde noir, ce que Israël est au monde juif. Et Césaire a dit Haïti, où pour la première fois, la négritude s'est mise debout pour affirmer son humanité. Regardez ce qui se passe en Haïti, c'est le Kenya. C'est le Kenya qui... On ne demande pas au président Diomaye d'envoyer des soldats, on lui demande d'intervenir. Et quand tu vois le truc de Pastef, ce que j'appelle le détestisme du Sénégal, Pastef regrette fondamentalement que l'insurrection n'est pas réussie. Pastef regrette fondamentalement de n'avoir pu réussir à détruire le modèle sénégalais. Tu sais pourquoi? Il y a des preuves. Quand tu vois leur exposition bidon, ce qu'ils appellent ligne de front, j'en profite pour interpeller Madame le ministre de la Culture. Le musée des civilisations noires, comme son nom l'indique, c'est un musée pour les civilisations. Ce n'est pas un centre de manipulation. Ce qu'il appelle ligne de front, un truc comme ça, malheureusement, ce n'est qu'une pâle copie de la mythologie nazie du drapeau ensanglanté. Chaque année, Hitler convoquait les dignitaires nazis devant un drapeau taché de sang, où quand les nazis ont tenté de faire un coup d'État, le coup d'État de Munich en 1923,
le premier mort tué par la police, son sang a été entaché dans les drapeaux. Et quand tu vois appel, ce que les gens de Pastef font au Grand Théâtre, ils ont profané le musée des civilisations. Ce qu'ils font au Grand Théâtre, c'est un peu le plagiat de cette mythologie nazie du drapeau ensanglanté. J'interpelle Madame le ministre de la Culture. Le musée des civilisations, c'est pas pour ça. S'ils veulent faire une exposition binon comme ça, ils peuvent le faire au siège de Pastef, ils peuvent le faire dans un hôtel. Mais imagine un Africain qui débarque à Dakar, un Américain, on lui parle de musée des civilisations noires. Et il voit, on lui parle des événements qui sont déroulés au Sénégal entre 2021 et 2024. Quand même, c'est pas la place du musée des civilisations. Et comme je dis, ça montre encore une fois que Pastef regrette fondamentalement que l'insurrection n'ait pas réussi et que le modèle de l'élection sénégalaise ne soit pas détruit. Vous avez des positions tranchées contre Pastef et son leader Ousmane Sonko. Vous avez quelque chose contre lui? Non, rien de personnel. Non, rien de personnel. Ça veut dire que c'est juste un problème de vision. Et moi, en bon Senghorien, je suis attaché à l'exception sénégalaise. Je n'ai pas envie que mon pays se banalise. Et le combat d'Ousmane Sonko, c'est de banaliser le Sénégal. Quand un Sénégalais écrit que le premier coup d'État a eu lieu au Sénégal, quand on parle d'exception, je fais de la science politique, quand on parle d'exception sénégalaise, et moi je suis fier de dire que le Sénégal est le seul pays à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle. Et quand tu fais une insurrection pour faire tomber les institutions, c'est un problème de vision. Moi, comme je dis, quand on était au pouvoir, on n'était pas d'accord avec les juges, mais on ne les a jamais menacés, on n'a jamais usé de la violence. Quand on n'était pas d'accord avec les juges, on faisait des recours. Il n'y a rien de personnel. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il faut parce que nous allons nous opposer. Parce que la démocratie a besoin de deux poumons, la majorité et l'opposition. Nous jouons notre devoir d'opposition. Aujourd'hui, notre devoir, comme je dis, c'est une conviction. L'adversaire de Pastef, c'est le temps. Le temps ne chôme pas. Diomaye a perdu 100 jours, il a perdu 1 an, nous sommes convaincus qu'il perdra 5 ans. Et le shadow cabinet que nous avons, et nous travaillons sur cette question-là, notre préoccupation fondamentale, c'est comment rattraper les 5 ans que Pastef va perdre sur la route de l'économie. On avait promis au Sénégal l'émergence en 2035, on maintient notre proposition. Parce que si on revient en 2029, on a déjà réfléchi sur comment rattraper le temps perdu. Le Sénégal a juste besoin d'un déclic pour être le premier pays d'Afrique à atteindre l'émergence. Parce qu'on a tous les fondamentaux, la stabilité politique, les institutions et surtout la qualité de nos ressources humaines. Tout ce qui nous manque, c'est la vision. Et ces gens-là, Sonko, comme vous dites, ça n'a rien de personnel. Eux, ils nous ont promis un baobab. Et comme je dis souvent, un baobab, c'est bien comme symbole pour la République, mais quand tu présentes le symbole d'un projet économique, c'est un baobab, Sonko, au moins sur ça, est sincère, il dit au Sénégal, ça ne va pas bouger pendant 5 ans. Est-ce que toi qui habites Ndiaganiao, les baobabs de Ndiaganiao, ils ne bougent pas? Ils sont là-bas depuis des centenaires. Donc Sonko nous dit que le projet économique incarné par le baobab ne bougera pas. Et puis aujourd'hui, regarde, ça ne bouge pas l'économie. L'économie est à l'arrêt. Donc nous, notre préoccupation, comme nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de problème institutionnel, il n'y a pas de problème économique, notre préoccupation c'est l'économie. Et on réfléchit dans le shadow cabinet sur comment rattraper le temps perdu par Pastef entre 2024 et 2029. Donc dès 2029, voilà, quels que soient les dégâts, nous engageons à dire aux Sénégalais qu'on pourra atteindre l'émergence en 2035. Parce qu'on aura réfléchi, contrairement à Pastef qui n'a réfléchi sur rien, nous on a déjà réfléchi avec le chef de cabinet sur comment rattraper le temps perdu par Pastef. On vous a connu avec des habits de communicants, de politologues, de journalistes, docteurs en sciences politiques. Vous avez défroqué, c'est définitif maintenant, vous portez la toge de politique. Non, je suis pas un défroqué. mais je suis contre tous les collectivismes, mais j'aime bien Karl Marx. Marx dit que les intellectuels ont toujours interprété le monde. Il faut les transformer. Et moi, pendant des années, j'ai contribué à interpréter le monde au Sénégal. Maintenant, je veux contribuer à le transformer. Le transformer sur le plan économique. C'est pourquoi moi, mon discours, c'est de dire qu'on doit concentrer toutes nos énergies sur l'économie. Merci. Quand nous avons eu la chance d'avoir eu un président comme Léopold Sédar Senghor qui te fait une nation où il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de tribalisme, quand tu as eu la chance d'avoir Abdou Diouf qui te bâtit un État solide qui permet de contenir une insurrection pendant 3 ans, quand tu as eu la chance d'avoir Abdoulaye Wade qui ouvre les portes de la grandeur et Macky Sall qui bâtit, la suite logique, comme dit Oussa Alioune Sall, la suite logique pour Pastef, c'était de continuer à bâtir. Mais malheureusement, ces gens, ils vont faire un grand bond en arrière. Aujourd'hui, on a Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Attendons-les à l'œuvre. Oui, mais on voit déjà leur œuvre.
En un an, le président n'a pas encore posé une première pierre. Quand est-ce qu'il va le faire? Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Yoro Dia. Merci d'être venu au grand jury. Politologue, ancien ministre, porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence de la République. Merci d'être venu au grand jury. C'est moi qui, c'est moi qui vous remercie. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro du grand